Dans la ville natale de Pierre Tin est donc riche de symboles. Et puis c'est lui qui a notamment eu dans le cérémonial olympique l'idée du parcours de la flamme. Et avec nous sur le plateau du 12-14, Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est émouvant en fait de voir et même de regarder ce reportage. La flamme, on sait qu'elle représente le symbole de la renaissance des jeux anciens. Sur donc les jeux modernes faits sur les jeux anciens, et c'est donc création moderne, mais en même temps elle nous rappelle ces messagers qui partaient dans l'Antiquité pour annoncer les jeux, qui partaient dans tout le monde connu. On les appelait les porte-paix parce que au moment où les Jeux Olympiques commençaient, eh bien normalement toutes les guerres devaient s'arrêter. Et puis il y a le symbole de la flamme, c'est-à-dire du feu sacré, et là on pense aux dieux, puisqu'à l'origine les Jeux Olympiques, étaient faits en l'honneur des dieux. Donc c'est le foyer de Zeus qui renaît un petit peu dans la flamme olympique. Cette année, signification toute particulière, cette flamme, c'est une feuille d'olivier. Oui. Alors c'est aussi le symbole de la paix, l'olivier. Bien sûr, et les couronnes d'olivier qui couronnaient donc les vainqueurs à Olympie, puisque vous savez qu'on cueillait cet olivier qui était en fait la plante de Zeus pour couronner donc les vainqueurs. Au début, c'était la seule récompense qu'ils recevaient, et puis après, ils ont reçu des récompenses beaucoup plus intéressantes. Ça représente quoi les JO aujourd'hui dans la tête des gens ? Moi, je crois que ça reste quand même très, très émouvant. Je pense que même pour les athlètes, d'ailleurs, une victoire aux Jeux Olympiques, ça reste exceptionnel et c'est tant mieux. Je sais que dans l'Antiquité, on recherchait un idéal. Un athlète courait ou bien participait aux JO pour atteindre un idéal, c'est-à-dire vraiment montrer la perfection de son corps et de ses possibilités athlétiques, tout en gardant aussi un équilibre de l'esprit. C'est un idéal qui, malheureusement, on le sait, dans l'Antiquité, n'a jamais été atteint. Et Pierre de Coubertin le disait toujours, attention au dérapage de l'Antiquité. Dans les jeux modernes, il faut que tout soit clean, tout soit parfait, sans dopage, sans triche, sans rien. C'est ce que veulent faire les organisateurs des Jeux Olympiques d'Athènes. Pas de dopage cette année. Du dopage, il y en a toujours eu, même sous l'Antiquité. Il y en a eu, hélas, sous l'Antiquité. Et au VIe siècle, avant Jésus-Christ, on retrouve déjà des athlètes qui trichaient, qui achetaient d'autres athlètes, puis on se dopait avec des épices, des aromates. Il y avait une épice qui était particulièrement interdite, c'est le sésame. Dès qu'on était pris sur le sol olympique avec du sésame... C'est pas bien méchant, le sésame, quand même. Mais non, mais ça excite l'esprit, ça facilite, par exemple, ceux qui visent, enfin, tout ce qui est visé. Alors, pour le tir à l'arc, tout ça, c'était très, très pratique. Et en tous les cas, c'était extrêmement réprimé que de tricher. Et ça pouvait aller jusqu'à une condamnation à mort dans l'Antiquité. Violaine, je vous l'arrête un instant. On va retrouver Thierry qui est en compagnie de Stéphane Diagana. Alors lui aussi va porter la flamme olympique, mais j'imagine que son rêve c'est d'être un champion olympique, Thierry. Champion olympique, oui, c'est un rêve. Qui descendait du Stade de France, vous aussi, vous avez... On se sent rassuré, ouais. On avait une historienne à l'instant, Violaine, qui nous parlait de ce que représentait la flamme et les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Il y a une persistance avec ce que ça représente encore aujourd'hui. Bon, il y a maintenant, c'était un gros business, les Jeux Olympiques, on a l'habitude de le dire. Il y a beaucoup d'argent, c'est très important pour les athlètes, pour financièrement. Est-ce que pour vous, vous savez que ça représente autre chose, encore plus ? Je crois que l'essentiel est toujours présent. Si vous demandez aux compétiteurs la façon dont ils vivent leur sport, leur passion au jour le jour, parce que les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est la vitrine, mais c'est un travail de plusieurs années, quotidien et bi-quotidien parfois. Je crois que les choses n'ont pas changé, l'intensité du travail a augmenté, mais le même plaisir de la compétition, le respect de l'adversaire, parce que souvent ils partagent la même passion justement, et ça a tendance plutôt à nous rapprocher. Donc ça, je crois que c'est toujours présent. Vous, c'est encore ce qui vous fait courir. S'il n'y avait pas ça, vous auriez peut-être arrêté votre carrière, s'il n'y avait pas les Jeux d'Athènes là cet été. Oui, bien sûr, c'est le plaisir, le challenge. Je dis toujours que l'adversaire sert de prétexte à l'excellence, donc il faut l'accepter, il faut s'en servir pour être meilleur. En 97, vous avez un titre de vice-champion du monde du 4x400 l'an dernier, on s'en souvient, un grand moment. Être un petit peu problématique, mais si ça se passe bien, après j'ai encore du temps pour travailler et j'ai beaucoup. En 1984 aux Jeux de Los Angeles, ça a fait une très très forte impression, et avec
ça va être un hommage particulier pour elle, Colette Besson, championne olympique à Mexico en 68 sur 400 mètres plats, c'était sans haie ce coup-ci. Une surprise énorme à l'époque parce que personne ne l'attendait. Elle a coiffé tout le monde sur le poteau. On va lui rendre un hommage particulier, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sa course. Ah oui, je l'ai vu bien sûr, je pense que c'est un classique. Je crois qu'il y a un document que nous proposent Jean-Philippe Lemaire et Jacques Gauthier quand ils l'ont rencontré il y a quelques mois. C'est la course de Colette Besson chez elle dans son salon, commentée par Colette Besson devant sa télé. Avant de vivre tout à l'heure son relais symbolique ici avec la flamme olympique en direct place Clichy, on va retrouver Colette Besson comme dans un fauteuil chez elle en 68. Donc je suis en Je... 36 ans plus tard, elle a encore les larmes aux yeux, Colette, quand elle de ce moment unique. Un favori qui s'appelle Félix Sanchez, qui est dominicain. Visiblement, elle a un petit peu de retard, hein, Thierry, cette flamme. Hein, elle n'est pas très en avance sur le timing. Oui. Bah, vous savez, c'est très très compliqué à gérer dans la circulation parisienne. Stéphane lui-même a dû réaliser son premier 400 mètres, pour ça qu'il est quand même pas trop blessé, il est quand même en forme. Il a fait un 400 mètres pour venir, pour être à l'heure sur le plateau il y a quelques instants. C'est difficile dans la circulation. La caravane publicitaire qui précède la flamme est déjà arrivée en haut de la place de Clichy derrière nous. Mais en gros, le relais de Colette Besson était prévu vers 13h09. Je pense qu'il aura entre 5 et 10 minutes de retard selon nos dernières estimations. Ça roule très mal dans Paris depuis ce matin. Sur le périph', jusque-là, ça roulait un petit peu régulier en temps réel tout au long de la journée sur les encombrements dans Paris. Sur l'infopratique. Merci. Si jamais la flamme elle arrive, vous intervenez à nouveau. Violaine, vous avez vu Colette Besson? Oui. Ah oui, oui, moi je m'en souviens. Je me souviens de ses pleurs sur le podium, puis personne ne l'attendait, quoi. Vraiment, c'était très très émouvant, très très incroyable. Oui, oui, on a l'impression. Colette Besson, toujours émue 36 ans après. On a entendu hier Guy Drude qui a dit que sa vie avait basculé. Ouais. La médaille olympique, c'est la consécration suprême pour un sportif. Mais je pense, mais comme autrefois, d'abord parce qu'on trouve encore, comme on le disait, des origines. Vous vous rendez compte des JO, même chez les Égyptiens. Là, quand j'ai travaillé sur Toutankhamon, je viens de sortir un livre sur Toutankhamon, on voit que Toutankhamon organisait presque des Jeux olympiques avec les autres princes du royaume. C'est incroyable. Donc les origines sont tellement lointaines, ça c'est important. Et puis en plus, le prestige rejaillit sur l'athlète, il rejaillit aussi sur la cité, sur la ville, sur le pays, d'où à l'époque d'ailleurs tous ces athlètes qui devenaient hommes politiques aussi. Mais chez les Grecs, est-ce que quand on était champion olympique, sa vie basculait aussi? Est-ce qu'on était un espèce de demi-dieu? On était un demi-dieu avec des statuts formidables, on payait plus d'impôts, des avantages sociaux énormes, et puis des gains qui étaient on partait pas en Suisse quand même, ni à Monaco. Non, on partait pas en Suisse, mais enfin, non, au contraire, on pouvait justement exposer sa vie richissime et fortunée après les JO, bien sûr. Merci Violaine, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité qui paraît aux éditions Realia, les plus belles lettres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est un grand sportif dans l'âme, il est avec nous, Dominique Pascucci, pour la page découverte. Et aujourd'hui, vous vous drapez, vous, dans la toile de Jouy. Oui, mais je n'entendais pas de Colette Besson. Moi, j'avais 10 ans, j'étais sur le stade de Colombes, j'apprenais l'athlétisme et je la voyais passer, faire ses lignes droites. Et ça nous a impressionné énormément. Ouais. Elle était auréolée d'or en plus. Et oui, je suis allé faire un petit périple dans le sud de la France. Ces cylindres incroyables. Et donc, Marie-Noëlle Porcher, qui est notre invitée aujourd'hui, vous êtes... Bonjour.